Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil photographie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante, comment trouver son style de photo. Quand je parle de style, je fais référence non pas à la qualité de retouche que vous êtes susceptible d'apporter à vos photos, mais plutôt à ce que vous allez prendre en photo. Pour répondre à cette question, je vais vous présenter les 6 grandes familles que j'estime être représentatives de ce qu'est la photographie. Mais avant ça, je vais vous donner un conseil qui va être utile, peu importe votre choix de famille dans laquelle vous souhaitez exercer. Ce conseil est le suivant, limitez votre zone d'action dans un périmètre de 30 minutes. Ça peut être 30 minutes à pied, en transport en commun ou en véhicule personnel. Pourquoi 30 minutes? Parce que 30 minutes, selon moi, c'est le temps que j'estime être le temps maximum pour pouvoir progresser rapidement. Par exemple, si vous réalisez des clichés dans un périmètre de 30 minutes et que vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte que les photos sont ratées, vous pourrez plus facilement retourner sur place dans la journée même ou dans la semaine. A l'inverse, si votre temps de trajet est supérieur à 30 minutes, comme 1 heure, 1 heure et demie, si vous ratez vos clichés, mentalement, vous aurez plus de mal à retourner sur place pour recommencer et donc vous allez corriger vos erreurs moins vite et mettre plus de temps à progresser. Maintenant, sans plus attendre, passons à la découverte de la première famille. Les photos d'architecture mettent en avant les structures intérieures comme extérieures réalisées par l'homme en présence d'un architecte, d'où le nom architecture. Ces éléments peuvent être un building, une demeure, un monument historique, un parking, une usine et encore bien d'autres. La liste est très longue. Pour réaliser ces photos, vous avez besoin de très peu de matériel. Un boîtier opérationnel, un trépied et un objectif. Pour les objectifs, vous avez le choix du roi, c'est-à-dire vous pouvez absolument tout prendre. Aussi bien un grand angle tel qu'un 24 mm ou un objectif plus standard, un 50 mm ou une longue focale, un 85 mm voire même un 200 mm. En fonction de votre choix d'objectif, vous allez réaliser des photos un peu plus spécifiques. C'est-à-dire qu'avec un grand angle, vous pourrez prendre l'intégralité de votre structure sans problème. Avec un objectif plus standard, vous pourrez prendre qu'une partie de votre structure et avec une longue focale, vous prendrez qu'un détail de votre structure. Maintenant vient l'utilité du trépied. Pourquoi vous avez besoin d'un trépied? Pour réaliser des photos d'architecture, vous avez le devoir de respecter les lignes ou les symétries de votre structure afin de donner la plus belle photo possible. Et réaliser ces photos à main levée, je peux vous garantir que c'est une tâche extrêmement difficile. Pour réaliser des photos d'architecture, votre but est d'avoir l'intégralité de votre image la plus nette possible. Et pour ce faire, vous serez obligé d'ouvrir votre boîtier jusqu'à f8 voire f11. Donc contrairement à d'habitude où on cherche à avoir un objectif avec une grande ouverture pour avoir un maximum de luminosité et en conséquence flouter tout l'arrière-plan, là votre but sera l'inverse, d'avoir la plus grande partie nette, mais cela va obligatoirement provoquer une baisse de luminosité et pour ça vous serez obligé d'augmenter votre temps d'ouverture de votre boîtier. Et pour garantir une photo nette, vous n'avez pas d'autre choix que de poser votre boîtier sur un trépied. Comment faire une belle photo d'architecture? En premier lieu, vous devez faire un repérage, c'est-à-dire vous balader tout autour de votre structure, bien ouvrir les yeux, faire attention à chaque détail, ça aura son importance sur la qualité de votre photo. Et une fois que vous avez trouvé l'angle de vue, vient le cadrage. Vous devez absolument soigner chaque élément de votre cadrage car c'est ça qui va encore donner plus de matière à la qualité de votre photo. Le cadrage, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très important et ça demande du temps. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir mon compte Instagram, le lien est dans la description. Vous pouvez voir que je suis centré portrait. Mais pour réaliser cette vidéo, je me suis prêté au jeu pour réaliser des photos d'architecture. Et les problèmes que j'ai rencontrés sont 1. Les sols ne sont pas forcément plats, totalement lisses, vous avez forcément des bosses à certains endroits, donc ça c'est également un détail important à prendre en compte par rapport au repérage, à l'endroit où vous allez poser votre trépied. En second temps, à première vue, les lignes de votre structure peuvent vous paraître droites, mais en vrai, avec la grille de votre boîtier, vous allez vous rendre compte que la structure finalement, elle n'est pas si droite que ça, et là, ce sera à vous de réajuster en post-prod pour avoir une image parfaitement droite, symétrie, alignée, nette, tiré aux 4 épingles. Le deuxième problème que vous risquez de rencontrer, c'est par rapport à vos objectifs. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez réaliser des photos d'architecture, peu importe votre objectif. C'est pas faux, mais avec certains objectifs, vous allez rencontrer quelques petits problèmes, comme les grands angles. Certains grands angles vont déformer les extrémités de votre image, donc votre structure qui, à première vue, est bien droit sur les bords, risque d'être légèrement courbée à cause de la distorsion de votre objectif.
Ce que je vous recommande de faire pour contrer cette distorsion, c'est de prendre un peu plus de recul pour avoir plus de marge sur les côtés et en post-prod, vous redimensionnez votre photo pour que le centre soit le plus droit, le plus représentatif de ce que vous ayez sous les yeux et du coup d'effacer tous les côtés que l'objectif aurait pu arrondir ou courber. De cette manière, vous contrez un petit peu le défaut de votre objectif. Passons maintenant à la deuxième famille. La seconde famille sont les photos de portrait. Les photos de portrait mettent en avant des êtres vivants tels que vous et moi durant divers événements. Baptême, mariage, voire même durant notre quotidien ou pour notre plaisir personnel lors d'une séance photo. Le matériel utilisé pour cette séance photo va dépendre du lieu. Si la séance photo se fait en intérieur, vous aurez besoin d'un boîtier, objectif, trépied, flash, softbox, diffuseur, la liste est longue. A l'inverse, en extérieur, vous aurez besoin uniquement d'un boîtier et un objectif principalement et accessoirement un pare-soleil. En termes d'objectifs, je vous recommande de partir sur des objectifs allant au minimum sur un 35 mm et au maximum sur un 200 mm. Plus vous allez vous rapprocher du maximum, plus vous allez avoir besoin de recul par rapport à votre sujet pour éviter les gros plans disgracieux. Pour les objectifs, essayez de trouver des objectifs le plus lumineux possible qui ouvrent jusque 2.8 ou 1.8. Au-delà, j'estime personnellement que c'est pas forcément nécessaire. Et pour réaliser des belles photos, ou du moins qu'elles soient nettes, je vous conseille de shooter avec une vitesse d'ouverture de 1/500. Pourquoi? Pour lutter contre deux facteurs susceptibles de gâcher votre photo. Le premier est le flou de bouger de votre modèle et le deuxième est le flou de bouger de vos propres mains. Donc à 1/500, ça va vous garantir des photos nettes et maintenant derrière, il ne vous restera plus qu'à réfléchir, à être créatif sur la pose de votre modèle. Petite astuce, pour réussir de belles photos, je vous conseille de mettre à l'aise votre modèle car n'oubliez pas, c'est un être vivant et donc il faut établir une relation de confiance. Car avec nos boîtiers, on voit très clairement l'expression, les sentiments du modèle au moment de la prise de vue. Donc il est important que soit il exprime de la joie, parce que c'est voulu pour dégager une image chaleureuse, soit qu'il exprime de la tristesse par rapport à l'ambiance que vous allez donner à la photo. Un modèle qui exprime de la tristesse sur une photo qui est supposée être joyeuse va créer un décalage trop important et ça risque pas forcément d'être une photo réussie. Du moins à mon sens. Après, ça peut être un style que vous voulez peut-être vous-même rechercher. Ça, il n'y a pas de problème. Comme vous le savez, je me suis spécialisé dans le portrait. Et je vais vous faire un retour d'expérience, du moins sur les points négatifs. Les points négatifs que j'ai rencontrés lors d'une séance photo, il se trouve que mon modèle n'a pas apprécié les photos que j'ai moi-même réalisées. Et ça, c'est normal, car les goûts et les couleurs, ça se discute, comme on dit. Ce que vous allez trouver intéressant, ce ne sera pas forcément intéressant pour votre modèle. Et à l'inverse, ce que lui va juger intéressant, ce sera peut-être pas forcément intéressant pour vous. Donc c'est important de prendre ça en compte lorsque vous allez réaliser des prises de vue. Pour lutter contre ça, je vous conseille de shooter énormément pour avoir le choix du roi, pour que tout le monde trouve un peu son compte, pour que le modèle ait les photos qui lui plaisent et que vous ayez également des photos qui vous plaisent. Maintenant, passons à la troisième famille. La troisième famille, ce sont les photos de paysage. Les photos de paysage, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas obligatoirement nécessairement composées d'éléments 100% naturels. Une photo de paysage peut très bien être une vue sur une plage sans présence humaine et à l'inverse, une vue d'une forêt avec quelques habitations par-ci par-là issues de la création de l'homme. Les deux se valent. En termes de matériel, bien entendu, il vous faudra votre boîtier et un objectif et accessoirement un trépied. En termes d'objectif, vous pouvez très bien partir sur un grand angle 18-24 mm ou sur des objectifs plus standards comme le 35 ou le 50 mm. En termes d'ouverture, vous n'avez pas besoin de partir sur un objectif extrêmement lumineux. Vous pouvez partir avec un objectif qui ouvre à 2.8 ou 1.8. Ça fera largement l'affaire. En termes de créativité de photo, ce que je vous recommande, c'est de varier vos techniques de prise de vue. C'est-à-dire qu'on recommande de maintenir son boîtier de manière horizontale pour réaliser une photo de paysage. Mais rien ne vous empêche de casser les codes et de faire pivoter votre boîtier en vertical, en portrait. Et vous verrez que de cette manière-là, ça va vous pousser à être un peu plus créatif, à
un peu plus travailler la composition de votre image et vous verrez, vous ferez sans doute de meilleures photos que si vous étiez parti sur quelque chose de plus classique. Maintenant, le secret qui, à mon sens, fait qu'une photo de paysage est réussie va être dans le choix des couleurs. Votre photo de paysage, plus elle aura des couleurs chaleureuses et harmonieuses, plus elle sera magnifique et donnera envie. À mon sens, c'est ce qui fait principalement la qualité d'une photo de paysage de l'une à l'autre. Maintenant, passons à la quatrième famille. La quatrième famille, ce sont les photos de produits. Les photos de produits correspondent à un parfum, un bijou, un plat, à ce que j'appelle communément le consommable. Prenons l'exemple des photos de plats culinaires. Pour réaliser ce type de photos, vous aurez besoin de votre boîtier, d'un objectif, d'un trépied et de softbox. En termes d'objectifs, je vous recommande deux types d'objectifs. Les objectifs standards, 35 mm ou 50 mm, ou les objectifs à longue focale, comme le 70 ou le 85 mm. En termes d'ouverture, vous aurez besoin d'objectifs qui ouvrent grand. Non pas pour gagner en luminosité, mais plutôt pour vous faciliter la tâche dans le but de flouter tout ce qui sera autour de votre élément phare qui est le produit principal. Pour réaliser de belles photos de produits, vous devez obligatoirement soigner deux éléments. La première est la couleur. Le choix des couleurs va être primordial. Et dans un second temps, les détails. Les détails vont donner beaucoup plus de matière à votre produit. C'est pourquoi vous devez absolument soigner les détails autour de votre produit. Maintenant, passons à la cinquième famille. La cinquième famille, ce sont les photos de light painting. Les photos de light painting consistent à écrire dans le vide avec de la lumière. Et pour réaliser ce type de cliché, vous aurez besoin de votre boîtier, d'un objectif, d'un trépied et accessoirement d'un flash. Votre objectif peut être soit un grand angle 18-24 mm, ou bien un objectif standard 35 ou 50 mm. Ils n'ont pas besoin d'être lumineux car vous serez positionné entre f8 et f11. En revanche, vous aurez besoin d'être dans une zone absolument dans le noir total ou vraiment fort sombre car vous allez être à une vitesse d'ouverture qui n'est pas à 1/500e comme lorsque vous voulez shooter un modèle vivant, mais vous serez positionné entre 2 secondes et 30 secondes, voire plus si vous avez une télécommande pour pouvoir élargir votre temps d'exposition. Pourquoi vous avez besoin d'élargir votre temps d'exposition? Tout simplement pour avoir le temps de dessiner dans le vide ce que vous voulez mettre en avant sur photo. Quand on est à 1/500e, on veut immortaliser un instant unique. Mais vous, étant donné que vous allez vous déplacer, écrire, dessiner, etc., vous voulez immortaliser un moment beaucoup plus long. Donc, il est normal d'élargir le temps d'exposition de votre appareil photo. Lorsque vous allez élargir votre temps d'exposition, il va être beaucoup plus sensible à la lumière. C'est pour ça qu'il faut absolument être dans une zone sombre ou dans le noir total. Si vous tentez de faire la même expérience 2 jours, vous allez très vite vous rendre compte que votre capteur va se retrouver grillé, c'est-à-dire qu'il sera extrêmement illuminé, votre écran sera tout blanc. Le résultat sera à peu près pareil si vous tentez de faire la nuit mais vous êtes en ville, donc du coup les lampadaires risquent de se charger à la place du soleil. Donc vraiment je vous recommande d'être dans un lieu où il y a très peu de lumière, voire pas du tout. Donc les citadins, vous serez obligés d'aller à la campagne pour réaliser ce type de prise de vue. Le piège de ces photos, c'est malheureusement, oui, il y a un piège. Vous allez devoir réaliser un nombre d'essais assez important pour pouvoir avoir une photo finale qui soit de qualité. Parce que l'air de rien, dessiner dans le vide sans avoir de repères, c'est extrêmement difficile. Soit vous serez par droit, soit vous serez hors champ, ce qui n'est pas impossible. Donc à ce moment-là, je vous conseille soit de travailler avec quelqu'un, soit d'avoir la possibilité d'avoir un retour écran. Et encore même là, c'est compliqué parce que comme vous êtes dans le noir, vous ne verrez pas. Et là où le flash intervient, c'est si vous voulez faire apparaître votre sujet. Vous pouvez très bien écrire dans le vide sans avoir de sujet, c'est-à-dire sans avoir de modèle qui pose. Mais si vous voulez faire apparaître votre modèle qui, lui, ne dégage pas de lumière, il va falloir le faire apparaître. Et pour le faire apparaître, vous aurez besoin du flash. La sixième famille, ce sont les photos animalières. Les photos animalières consistent à photographier les animaux sauvages dans leur milieu naturel sans déranger leur train-train quotidien. Pour réaliser ce type de prise de vue, vous aurez besoin de votre boîtier, d'un objectif et d'un trépied. Sur le choix de vos objectifs, vous serez limité. Vous êtes obligé de partir sur des objectifs à longue focale, au minimum à 200 mm. Votre objectif n'a pas besoin d'ouvrir grand. Il peut très bien ouvrir jusqu'à f4, il fera parfaitement l'affaire. Bien entendu, si vous pouvez vous permettre des objectifs qui ouvrent jusqu'à 2.8, c'est toujours un bonheur.
faut savoir que ces objectifs sont assez volumineux et pour la plupart sont blancs. Donc un gros objectif blanc en pleine nature passe difficilement inaperçu. Vous serez obligé de camoufler l'intégralité de votre matériel et surtout de camoufler votre présence. Pour réaliser de belles prises de vue animalières, je vous recommande d'aller à l'aventure seul, de faire un repérage, d'examiner la présence d'excréments et les traces de pas, de soigner votre positionnement. On peut penser que se placer derrière un arbre ou un rocher est une bonne idée, sauf que les animaux remarquent très nettement les silhouettes et pour le peu que vous aurez le soleil derrière vous, l'animal va vous voir sans aucun problème. Donc je vous recommande plutôt de vous positionner devant un arbre ou devant un rocher pour que votre silhouette passe inaperçue dans le décor. Derrière ça, faire attention à un élément très important, c'est le vent. Je vous recommande d'être face au vent parce que si vous êtes dos au vent, l'animal risque de vous sentir venir avant même que vous le voyez partir. Donc vraiment, mettez-vous face au vent. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ça a été long, mais vous avez tenu le coup. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez si cela vous a fait plaisir. Et je vous dis bien entendu à la prochaine. Ciao, ciao!